Voilà, donc mon nom est Eric Falk et je suis le président de Bearing Point pour la France. Alors la question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi Bearing Point investit sur cet événement, sur cette initiative. Il y a trois raisons principales. La première, c'est que ça touche à un sujet d'innovation. À ce titre-là, bien entendu, on est intéressé à partager ça, comme vous l'êtes. C'est aussi un sujet d'innovation transverse qui impacte tous les secteurs d'activité. Et il se trouve qu'on travaille dans à peu près tous les secteurs d'activité. La seconde raison, c'est que l'IoT, j'allais dire que plus que d'autres sujets d'innovation, nécessite, génère un effet d'écosystème et donc a besoin d'un écosystème. Et de plus en plus, on nous demande de nos métiers de jouer un rôle dans ces écosystèmes de facilitateurs, d'agrégateurs. Et à ce titre-là, donc, ça nous intéresse particulièrement de participer à cette initiative. Et enfin, la dernière raison, je dirais, ça a trait au sujet de business model. On est bien entendu sans arrêt challengé par nos clients pour les aider à définir de nouveaux business models. Les business models traditionnels de type grande plateforme, grand public, bon, je crois que là, la bataille est un petit peu perdue, même si il y a évidemment des poches d'opportunités en Europe, mais en général, on va dire que la bataille est un petit peu perdue par rapport aux acteurs américains et chinois. À l'inverse, dans le monde du B2B et aussi dans certains endroits du B2C, l'IoT peut jouer un rôle permettant à des entreprises européennes de devenir non seulement des leaders régionaux, mais des leaders mondiaux. Et à ce titre-là, on est vraiment convaincus qu'en travaillant sur ces sujets d'IoT, on a une opportunité, avec des gens qui sont dans cette salle, de participer à la création de champions européens, de champions mondiaux. Voilà, donc les trois raisons en résumé pour lesquelles on s'intéresse à cette initiative. C'est la deuxième année. Je pense qu'on a plus de succès que l'année dernière et j'espère moins que l'année prochaine. Donc encore une fois, merci à tous d'être là et je laisse la parole à mes petits camarades qui vont vous présenter le déroulé de la soirée. Merci beaucoup Eric, bonsoir à tous, bonsoir Wassim. Bonsoir Sylvain, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors je vais continuer la série des remerciements Eric. Moi je vais remercier toutes les entreprises qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre au sein de l'IoT Business Hub. Puisque l'IoT Business Hub c'est un événement comme ce soir avec cette remise de trophées, mais c'est aussi un club, un hub où nous partageons de l'information. Vous joignez à nos événements de façon régulière, les IoT Time, vous lisez nos publications, vous partagez des informations, des retours d'expérience. Nous avons aujourd'hui près de 150 entreprises qui font partie de ce club et je profite de l'occasion pour toutes les remercier. Merci également à tous les candidats. Nous avons reçu une centaine de dossiers cette année. Donc je te confirme Eric, plus que l'année dernière. Nous avons pris un grand plaisir à les analyser et merci au jury pour nous avoir accompagnés dans cette phase d'analyse et de sélection. Alors, l'agenda de la soirée, une soirée en 3 temps. Nous allons commencer par vous présenter les résultats d'une étude que nous avons lancée l'année dernière, l'IoT Market Radar. Alors pourquoi lancer une étude ? Nous avons fait 2 constats. Le premier, c'est qu'on dispose de beaucoup de données globales, mondiales sur le marché de l'IoT. On dispose en revanche assez peu de données plus précises sur le marché français et surtout, il nous semblait qu'on manquait d'éléments très concrets sur la façon de réussir une transformation IoT. Alors, nous avons décidé d'aller interroger des entreprises en France, alors à la fois fournissant des services IoT, mais aussi utilisant l'IoT pour opérer leur propre transformation. 250 entreprises ont fait partie de cette analyse, et puis nous sommes aussi allés à la rencontre de 100 projets de transformation IoT, avec 3 questions très simples. La première, quel est l'état du marché en France de l'IoT et quelles sont les tendances? Deuxièmement, quels sont les accélérateurs de ce marché IoT? Et puis troisièmement, quels sont les facteurs clés de succès d'une transformation IoT?
Alors je vous propose de démarrer tout de suite par quelques retours sur cette analyse de marché. Et puis, évidemment, vous aurez, à la sortie de cet événement, un livre blanc qui vous présentera beaucoup plus en détail les résultats de cette étude. Alors, premièrement, quand on regarde les grands sujets, l'IoT, on appelle ça souvent les verticales, on se rend compte que les entreprises françaises représentent le marché mondial. Aujourd'hui, 2/3 du marché de l'IoT au niveau mondial est réalisé sur 3 grandes verticales, l'industrie, le smart home et les enjeux de transport et de logistique. On se rend compte qu'en France, 2/3 des entreprises qui proposent des services IoT interviennent dans ces domaines. En revanche, quand on regarde la chaîne de la valeur, alors chaîne de la valeur très simplifiée, 4 briques, les objets, la connectivité, les plateformes de services et puis les services eux-mêmes, on se rend compte que 40% des entreprises françaises proposent des objets, seulement 20% vont proposer des services aux utilisateurs finaux ou aux entreprises. Quand on regarde le marché mondial, on se rend compte que seulement 30% du marché est sur les objets. Et puis quand on se projette un petit peu à l'avenir, alors horizon 2024, sans être très prospectif, seulement 20% du marché sera sur les objets. Alors quand on regarde le verre à moitié plein, on peut se dire qu'on a la chance d'avoir un écosystème en France avec du made in France, des objets français qui peuvent être utilisés par les entreprises qui opèrent des transformations IoT. Et puis on se dit que ça peut être le résultat d'une R&D performante, d'un système universitaire performant. Quand on regarde le verre à moitié vide, il nous semble qu'il est important que les entreprises françaises investissent beaucoup plus l'univers des services. Alors, tu le disais, Sylvain, on a analysé 250 acteurs, mais on a aussi analysé de très près une centaine de projets. Et ça, c'est grâce à l'écosystème qu'on a créé avec vous et qui nous ont permis d'avoir des données sur les façons d'opérer de façon réussie une transformation IoT. Alors, quand on regarde ces 100 projets qu'on a analysés, d'abord, quelles sont les caractéristiques de cet échantillon ? 4 éléments. D'abord, c'est un échantillon très B2B, et ça c'est assez représentatif du marché. On a beaucoup de projets où on a un nombre important de devices, près de 2/3 qui dépassent les 1000 devices connectés, donc ce ne sont pas des petits prototypes comme on pourrait le penser. Et des projets qui sont sur des budgets assez conséquents, on dépasse les 100 000 €, donc on commence à dépasser la petite expérimentation. Caractéristiques plus différenciantes, on a un projet sur 3 qui est un projet innovant qui amène au dépôt d'un brevet, donc qui montre qu'il y a vraiment une force d'innovation liée à la mise en place de services, d'une chaîne de valeur IoT. Maintenant, quand on regarde quelques enseignements qu'on a tirés de ces projets. Premièrement, on s'est intéressé à la maturité sur ces projets. Alors sur la maturité, 2 critères qui nous ont paru importants à partager avec vous. Premièrement, sur le niveau d'industrialisation. C'est plus d'un projet sur 2 aujourd'hui qui est industrialisé. Et ça peut sembler contre-intuitif, puisqu'on entend beaucoup parler de pilotes, d'expérimentation, mais ce n'est pas ce qui se traduit à travers notre étude. En revanche, là où la maturité est peut-être un peu plus faible, c'est sur les indicateurs de pilotage. Parce qu'on a à peine plus de 10% de ces projets qui sont pilotés avec des indicateurs business. Or, l'objectif de l'IoT, ce n'est pas de faire de la démonstration technologique, c'est bien de répondre à un enjeu business, d'augmentation de chiffre d'affaires ou de réduction de coûts, pour simplifier. Deuxième élément auquel on s'est intéressé, c'est la connectivité. Alors, la connectivité, c'est toujours une question récurrente sur quel est le bon choix de connectivité quand j'ai envie de mettre en place un use case IoT. Alors, premier élément de réponse, c'est que près d'un projet sur 2 est multiconnectivité. Et ça traduit quoi ? Ça traduit qu'aujourd'hui, on est encore sur un écosystème qui est assez éclaté et qu'on a des acteurs qui ne veulent pas faire un pari sur une connectivité plutôt qu'une autre et qui, du coup, ont des objets qui permettent de se connecter à différents types de réseaux. Après, quand on regarde de façon un peu plus détaillée, des réseaux comme des réseaux LPWAN, LoRa ou Sigfox, représentent quand même plus de la moitié des projets. Les réseaux plus locaux, comme du Zigbee, du Z-Wave ou du Bluetooth Low Energy, sont à peu près un projet sur 4. Sur le Wi-Fi, on est à peu près un projet sur 4 également. Et puis sur la connectivité cellulaire mobile, plus classique, on est à un peu plus d'un projet sur 5. Alors bien sûr, vous verrez que là, on est sur des chiffres qui montrent qu'on peut bien avoir de la multiconnectivité, si vous faites la somme. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on regarde
un projet sur deux utilise même un autre type de connectivité. Ça peut être du filaire, ça peut être du L2M, du NB-IoT. Donc on est encore dans une phase de manque de standardisation, de manque d'interopérabilité, où les acteurs sont obligés de faire de faire face à une multitude de types de connectivité. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de connectivité universelle qui permet d'avoir tous les use cases. Ça va dépendre du use case dans lequel on va être. Quand on va être sur de l'éclairage intelligent, ça peut être beaucoup plus pertinent de s'appuyer sur de la connectivité filaire CPL, parce qu'on a du courant qui arrive. Quand on va être sur des objets mobiles, on va privilégier d'autres types de connectivité. Point supplémentaire, on continue à dérouler la chaîne de valeur, on a parlé connectivité, on va regarder maintenant la partie plateforme. Donc sur la partie plateforme, on va regarder un indicateur qui est juste de voir le taux de make or buy, qui est souvent un indicateur de maturité. Donc la bonne nouvelle, plus de 2/3 des projets sont réalisés avec un achat de plateforme auprès de fournisseurs. Là où ça se complique un peu, et là c'est un indicateur de maturité du coup plus faible, c'est que dans la réalité, pour opérer de façon efficace un projet IoT, il faut au moins 3 choses. Il faut pouvoir gérer les objets, il faut pouvoir stocker, traiter, analyser les données, et il faut pouvoir aussi avoir une couche métier de gestion des processus et de visualisation par les utilisateurs. Et là, c'est seulement un projet sur 8 qui réunit toutes ces composantes. Merci Wassim. Alors nous avons voulu ensuite comprendre quels étaient les facteurs d'accélération de ce marché. Alors nous avons interrogé toutes les entreprises, on en a retenu 4 principalement. Le premier qui me tient particulièrement à cœur, c'est le sujet de la standardisation. Alors l'absence de standards, l'absence de normes est évidemment un frein au développement du marché de l'IoT. Comme on l'a très bien vu, Wassim, il y a un grand nombre de solutions de connectivité, de plateformes. Dans chaque verticale, dans chaque industrie, les acteurs développent des solutions propriétaires et qui ont du mal à interopérer. Il nous semble que les choses sont en train de changer, en tout cas dans un certain nombre de domaines. Alors prenons le sujet du smart home. Il y a 20 ans, même plus de 20 ans, on appelait ça de la domotique, alors même que l'IoT n'existait pas. Et ce marché-là a mis beaucoup de temps à se développer pour un certain nombre de raisons, mais à notre sens, beaucoup pour des raisons d'absence de standards, d'absence de normes. Et vous l'avez probablement vu, fin d'année dernière, les grands acteurs du secteur, mais quand on dit les grands acteurs, c'est tous, Google, Apple, Amazon, Somfy, Legrand, Schneider Electric et bien d'autres, se sont mis d'accord pour travailler ensemble sur des protocoles de communication communs, sur un travail ensemble pour faire en sorte que les objets soient interopérables dans les différentes solutions proposées par ces différents acteurs. Donc les choses changent et c'est, à notre sens, un premier facteur d'accélération du développement du marché. Le deuxième qu'on voulait partager avec vous, c'est sur le traitement local des données. Alors pourquoi on parle de traitement local des données et quel est le lien avec l'IoT ? La réalité, c'est qu'il y a pas mal de cas d'usage où on va chercher à réduire les temps de latence et où on va chercher aussi à améliorer la gestion de la confidentialité des données, de la sécurité. Et on va aussi chercher à décharger un peu les réseaux. Et donc avoir du traitement des données au plus proche de l'objet permet de répondre à tous ces enjeux. Exemple que vous avez vu dans l'actualité récemment, c'est Schneider Electric qui a annoncé le lancement de serveurs avec un form factor très original qui permettait d'avoir des serveurs qui peuvent se coller au mur très facilement avec un encombrement réduit. Et donc ça, qu'est-ce que ça permet ? Ça va permettre justement d'avoir un serveur qui va venir récupérer toutes les données des objets, même dans des environnements industriels complexes, de les traiter avant de les envoyer éventuellement vers du cloud, ou de juste renvoyer une réponse vers l'objet qui doit réagir en fonction de ce qui lui est remonté. Deuxième exemple, pour illustrer que ce qu'on appelle le edge computing en anglais est quelque chose qui va s'accélérer, c'est une citation du CEO de Microsoft, Satya Nadella, qui dans une interview récemment, fin janvier, indiquait, qui se posait même la question, c'est une petite anecdote, mais on trouve qu'elle est illustrative, de renommer Windows. Donc Windows, c'est quand même une source de revenus importante pour Microsoft, en Azure Edge, Azure étant la plateforme cloud de Microsoft. Alors le troisième facteur d'accélération, à notre sens, c'est l'arrivée de la 5G. Alors la 5G, c'est indissociable de l'IoT. J'ai même envie de dire qu'elle a été conçue pour l'IoT. C'est une technologie qui résout les problèmes des technologies du passé. Ça permet d'accueillir un grand nombre d'objets dans les réseaux. Ça permet de gérer des objets avec des faibles consommations électriques. Ça permet surtout de différencier les qualités de service. Alors évidemment, on n'a pas besoin d'une même qualité de service entre une voiture autonome et un compteur électrique.
Alors cette 5G, c'est une réalité. Dès 2020, en France, il y aura des réseaux 5G. Pour être plus précis, pour tirer tous les bénéfices de la 5G pour l'IoT, il faudra attendre 2022-2023. Mais l'ensemble des opérateurs et les acteurs industriels, alors peut-être plus dans d'autres pays européens, en Allemagne qu'en France, mais néanmoins les acteurs commencent à y travailler pour définir des use cases sur l'IoT avec des technologies 5G. Et quatrième facteur d'accélération, le décollage, c'est le cas de le dire, des satellites IoT, des nanosatellites. Alors, quel est le lien avec l'IoT ? Premièrement, les satellites permettent de couvrir des cas d'usage qui sont difficiles à couvrir avec de l'IoT terrestre. Alors, vous me diriez, les satellites permettent déjà de le couvrir dans leur version actuelle, les satellites géostationnaires par exemple. Ce qui change ici, c'est que les coûts sont divisés par plus que 10. Il est maintenant possible de lancer un nanosatellite pour un coût d'environ 100 000 €. On a même des sociétés qui parlent de coûts de 50 000 € pour les plus agressives. Qu'est-ce qui permet ça ? C'est déjà que les satellites ne sont pas lancés sur une orbite géostationnaire. Donc plutôt que de les envoyer à 36 000 km, on va les envoyer à 5 500 km. Donc déjà, ça réduit l'énergie qui est nécessaire pour la propulsion, et ça, c'est une partie importante du coût. Puis les satellites sont très standardisés, ce qu'on appelle des CubeSats. Ça fait 1 décimètre de côté. Donc ça pèse 1 kg. C'est un volume d'1 litre, et du coup, c'est un poids très faible à lancer. Ça permet de lancer, dans un même lancement, plusieurs satellites. Et Starlink, qui est le projet de SpaceX, l'illustre bien, parce qu'aujourd'hui, ils ont déjà déployé une flotte importante, plus de 200 nanosatellites qui ont été lancés. Et ils réussissent ce pari en les lançant par paquet de 40 pour le dernier lancement, et en sachant qu'ils ont pour objectif de fournir une couverture Internet mondiale et qu'il suffit d'en avoir 400 pour avoir une qualité de service correcte sur une couverture Internet mondiale. Deuxième point, plus français, c'est l'exemple de Kineis. Donc Kineis, c'est une spin-off du CNES qui vient de faire parler d'elle très récemment, parce qu'il y a une levée de fonds de 100 millions d'euros auprès de la BPI et du CNES. Et donc, Kineis est la version française, quelque part, de SpaceX, on peut caricaturer un peu les choses, et a déjà lancé son premier nanosatellite en décembre 2019, c'est le nanosatellite Angels, et prévoit d'en lancer 25 à horizon 2022. Maintenant, on va parler des facteurs clés de succès. Alors, ces facteurs clés de succès, encore une fois, ce n'est pas notre point de vue, c'est issu de l'analyse des 100 projets dont on vous a parlé. Et donc, c'est un partage qui nous a été fait par la communauté. Le premier peut paraître assez évident. Mais il faut le rappeler, puisque parfois, c'est malheureusement un oubli, c'est de bien penser à ne pas faire de projet IoT comme une démonstration technologique. Et en général, il y a 3 bénéfices majeurs qui sont visés à travers un projet IoT. Réduire les coûts, c'est le principal qui ressort dans les projets qu'on a analysés. C'est près de la moitié des projets en fait, qui visent à réduire les coûts d'exploitation. Le deuxième, c'est créer de nouveaux services. Et le troisième, enrichir la relation client avec une proportion un peu plus faible. Mais bien sûr, enrichir la relation client a un impact aussi sur la réduction des coûts et sur l'augmentation du CA, même si la démonstration est toujours périlleuse. Alors, le deuxième facteur clé de succès, c'est d'avoir les bonnes compétences. Aujourd'hui, quand on regarde les grandes entreprises qui opèrent des transformations IoT, alors on parle plutôt de grands groupes, hein, évidemment, on voit qu'en moyenne en France, ces entreprises ont déjà une centaine de salariés dédiés à l'IoT. Et pour ceux qui ont le top 3 de ces entreprises, plus de 200 salariés dédiés au monde de l'IoT. Alors, comme dans le monde de la data, il y a 3-4 ans, où on a vu émerger un certain nombre de nouvelles fonctions, des data scientists, des data architects, des CDO. On voit exactement la même chose aujourd'hui dans le monde de l'IoT, mais c'est juste un tout petit peu plus nouveau. Et ces grands groupes se dotent de directeurs IoT, de responsables partenariats IoT ou encore d'architectes IoT. Et le troisième point, c'est être capable d'investir sur de nouvelles capacités. Alors qu'est-ce qu'on entend par capacité ? C'est 2 choses. C'est des capacités business et des capacités aussi technologiques en termes de systèmes d'information. Alors pour illustrer, on peut parler de gestion d'écosystèmes de partenaires, de nouveaux modèles économiques de plus en plus complexes, où on va être sur de l'indirect, du B2B2X, des tarifications beaucoup plus réactives, beaucoup plus dynamiques, mais aussi en termes d'IT, une capacité à visualiser des données qui vont être importantes en volume, mais de façon simple, pour qu'elles soient intelligibles et que derrière ça permette des actions concrètes, et puis aussi des API ouvertes, puisqu'il va falloir communiquer avec un écosystème de partenaires de plus en plus large.
Et un exemple qui peut l'illustrer, c'est le secteur automobile. Les acteurs classiques du secteur automobile ont aujourd'hui investi sur des plateformes de gestion d'écosystèmes. Le cas le plus avancé est forcément Tesla. Donc là, on n'est pas dans les acteurs plus classiques, mais Tesla aujourd'hui, vous le saviez ou pas, propose une offre d'assurance. La raison, elle est très simple, c'est qu'avec toutes les données qui remontent des voitures Tesla, en fait, ils sont capables de proposer une assurance très dynamique, très liée au comportement de la voiture, à toutes les données qui remontent. Et quand en plus dans les Tesla, on a de l'autopilot, des choses comme ça, ils permettent même de vérifier l'impact sur les risques d'incidents dans les voitures. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ils réussissent même à proposer des assurances 20 à 30% moins chères que les gros du marché, alors que les gros, eux, proposaient des assurances aux possesseurs de Tesla qui étaient plus chères que la moyenne, puisqu'il manquait de données sur ces nouveaux véhicules électriques. Donc ça montre bien qu'investir sur ces nouvelles capacités, ça permet de prendre de l'avance et de préempter de nouveaux marchés, même pour des acteurs qui ne sont pas initialement sur un secteur comme l'assurance. Alors, 4e sujet, la cybersécurité. Il y a une grosse méfiance autour du monde de l'IoT sur ces sujets de cybersécurité, et probablement à raison. Quand on regarde les chiffres, ils sont assez effrayants. On estime qu'il y a un objet connecté sur 6 qui a déjà été infecté. Dans le monde du smart home, on estime qu'à peu près 50% des maisons smart home ont au moins un objet connecté qualifié de très vulnérable. Et pourtant, il n'y a pas de rupture technologique dans l'IoT. Les solutions pour protéger ces réseaux sont exactement les mêmes que dans le monde des réseaux et de l'Internet. Alors pourquoi en est-on arrivé là ? Probablement parce qu'on est encore sur quelque chose d'émergent. On a travaillé, comme on le disait, sur des proof of concept, des expérimentations, et puis on s'est dit que la cybersécurité serait peut-être quelque chose qui viendrait plus tard. Il nous semble que, en tout cas, c'est ce que nous ont remonté les entreprises aujourd'hui, pour bien réussir un projet IoT industriel, il va falloir prendre en compte de façon beaucoup plus sérieuse les règles de cybersécurité et en fait simplement appliquer les standards qui sont appliqués par ailleurs. Dernier point dans nos 5 facteurs clés de succès, c'est l'évolution dans les modes de management et de gouvernance. Alors bien entendu, comme on le disait, lancer un projet IoT, l'objectif c'est d'avoir un impact sur l'activité d'une entreprise ou d'une organisation, quelle que soit sa nature, donc amélioration des chiffres d'affaires, réduction de coûts, et bien entendu ça il faut le piloter. Pour autant, étant donné le degré on va dire d'émergence de certains écosystèmes, de certaines technologies, on fait face à de l'incertitude. Et quand on fait face à de l'incertitude, la meilleure façon de la traiter en fait c'est de se lancer, de tester, d'améliorer de façon continue. Et ça nous fait une excellente transition, Sylvain, vers la deuxième partie, puisque les projets qu'on a nominés ont fait cet exercice, et on va maintenant passer à cette partie-là pour les récompenser. Alors, effectivement, passons à cette cérémonie de remise de trophées. Encore un immense merci au jury qui nous a accompagnés sur toute cette phase. Et sans plus attendre, je vous propose de passer à la première catégorie pour cette soirée, la catégorie opération et logistique. Et j'appelle pour remettre le prix Anne Lange, administratrice de grands groupes. Oups. Bonsoir Anne. Alors, 4 nominés cette année. CEA pour un projet de RFID en magasin. Mojix pour un projet de RFID afin d'optimiser la supply chain jusqu'en boutique. Obgenius pour un projet de mesure de niveau de fluide dans des cuves. Et puis SFR et Mediapost pour une solution de monitoring, de tournée de distribution de dépliants commerciaux. Alors Anne, peux-tu nous dire qui est le gagnant ? Le doute. Intolérable. Le jury a choisi de récompenser Mojix. Et donc j'appelle Madame Estelle Huin.
Mogix, c'est un éditeur SaaS qui répond au challenge des acteurs du monde du luxe et du retail. On est un précurseur de ce qu'on appelle l'Internet des items, où notre produit item a pour but d'une part, digitaliser les produits individuellement, les sérialise, les rend immuables, de telle sorte que ces produits puissent être acquis par une infrastructure IoT, en utilisant des technologies comme BLE, la RFID, du NFC, ou simplement des QR codes. La société Mogix est issue du rapprochement entre un groupe français Taxis et une société américaine Mogix. Son implantation aujourd'hui est sur les 3 continents, US, Europe, Amérique du Sud. On gère à peu près une 50aine de clients parmi les plus grands du monde du luxe. On gère à peu près 250 sites pour un total de environ 10 milliards d'événements annuellement. Donc l'IoT est au cœur de l'activité de Mogix. Nos 220 collaborateurs sont là pour définir cette plateforme, qui est une plateforme de digitalisation des articles et de traçabilité. Le produit item se compose d'une plateforme cloud, d'un ensemble d'applications qui implémentent des process utilisés dans les centres de distribution, dans les usines de fabrication, dans les boutiques. Le projet qu'on présente, c'est le déploiement de la plateforme Item chez un de nos clients du monde du luxe. Le déploiement de cette plateforme, elle permet de digitaliser l'ensemble des items et de suivre tout le cycle de vie finalement de ces articles uniques. Le projet, on a déployé pour commencer une quinzaine de sites à date à travers le monde, donc sur les 5 continents. Et les premiers bénéfices qui ont pu être identifiés, c'est justement une fiabilisation des process, notamment la réception, avec un gain en réception. On reçoit maintenant en boutique, ils sont capables de recevoir des colis en quelques secondes, là où avant c'était plusieurs minutes. Les 15 sites déployés, ça va de la production jusqu'aux boutiques en passant par l'entrepôt. Les différents bénéfices qui ont été identifiés, c'est notamment une réduction du temps de réception des articles, un temps réduit pour trouver ces articles aussi au bénéfice de l'expérience client en magasin, qui est notamment lié à une meilleure visibilité et fraîcheur du stock. D'autres usages viennent par la suite, comme notamment, par exemple, s'assurer que les 2 souliers qui sont vendus appartiennent bien à la même paire. Cette année, on va déployer 25% des boutiques de la marque et l'année prochaine, 2021, 75% des sites mondiaux seront déployés avec la solution Item. Alors, je vais vous remettre le prix. Je crois que sur la société, beaucoup a été dit. Ça améliore la chaîne logistique en gain de temps, en efficacité, j'imagine en moindre erreur. Je voudrais dire que je suis particulièrement contente de vous remettre le prix. Vous êtes General Manager de la Société pour l'Europe et vous êtes une brillante jeune femme française, ingénieure, comme on voudrait en avoir beaucoup plus. Donc, félicitations. Alors, félicitations. Après ce repositionnement stratégique IoT, quelles sont vos ambitions pour 2020 ? Micro. Donc effectivement, en 2009, on a passé beaucoup d'efforts à repositionner la stratégie sur un modèle SaaS. Et on a industrialisé aussi la solution. On parlait d'industrialisation tout à l'heure. L'idée, c'était d'industrialiser pour suivre le rythme, pouvoir scaler et accompagner les déploiements de nos clients. 2020, on a de nouvelles ambitions. Ça va être une année qui va être très riche. On a déjà des nouvelles opportunités. D'un point de vue produit, la stratégie s'articule autour de 3 grands thèmes. Notre première ambition, elle va être autour de la digitalisation, avec l'objectif de pouvoir supporter de nouvelles technologies d'identification, autres que la RFID, pour accompagner les défis de nos clients qui évoluent, qui ont besoin de supports plus innovants que la RFID pour taguer leurs produits. La digitalisation va tirer aussi un autre sujet autour de comment utiliser ce support d'identification pour rentrer en contact avec le client final. Donc ça, c'est le premier thème. Deuxième ambition, elle va s'articuler autour de la data. On en parlait aussi tout à l'heure. On est une plateforme IoT, donc on processe énormément de données, on les processe, on les analyse. 2020, l'idée, c'est d'aller un cran plus loin et de commencer à rentrer sur de la prédiction pour utiliser ces données et déclencher des actions. Donc ça peut être des actions qui vont être au niveau de la production, des actions qui vont être au niveau des opérations en magasin, et des actions qui vont aller aussi autour de la prédiction de tendance,
en capitalisant sur le mouvement des articles en magasin et tous les taux de transformation qui vont être liés à ça. Donc data, deuxième thème. Et troisième thème, la troisième grosse ambition de Mojix en 2020, c'est d'ouvrir toutes ces données à l'extérieur. Aujourd'hui, on a vraiment la vocation de se positionner comme étant le système de référence pour la traçabilité le long de la supply chain pour nos clients. Et ces clients ont des défis, ils ont des partenaires externes. Et donc l'idée, c'est d'aller commencer à publier ces données pour enrichir des systèmes de partenaires, donc via des technologies type la blockchain, et commencer à déclencher des use cases dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, tout ce qui est transparence, sustainability, provenance. Donc voilà, venir enrichir avec ces données de traçabilité tous ces use cases qui vont permettre de tracer le produit toujours du début de sa fabrication, en passant par les centres de distribution, en arrivant jusqu'en magasin et en allant dans les mains d'un client final. Bravo. Merci Anne, merci Madame Huynh. Et donc, catégorie suivante, le prix accélérateur IoT. Et j'invite Monsieur Mathieu De Broca, Global Key Account Director Somfy, à nous rejoindre. Bonsoir. Alors Mathieu, on va d'abord dévoiler les nominés ou rappeler les nominés de cette catégorie. Donc 3 nominés, la société Ertosgener qui fournit un système d'exploitation dédié à l'IoT et qui permet donc d'accélérer ces projets IoT. Le groupement constitué par SNCF Réseau, la Fédération des industries ferroviaires et Ralenium, et puis la société WiseBat pour sa solution de simulation du comportement d'un objet IoT avant production. Alors, je ne l'ai pas rappelé pour SNCF, je vais me rattraper. La fédération a constitué un Open Lab d'innovation IoT entre plusieurs partenaires du monde ferroviaire. Question Mathieu. Qui est le grand gagnant de cette catégorie? Et donc, le gagnant est WiseBat. WiseBat, c'est une spin-off de l'université Pierre et Marie Curie, donc maintenant Sorbonne Université, que j'ai cofondé il y a 3 ans avec mon associé Marion. Et notre objectif, c'est de faciliter et d'accélérer la conception d'objets électroniques. Alors pour nous, l'IoT, c'est au cœur de notre métier, non pas qu'on conçoive nous-mêmes de l'IoT, mais parce qu'en fait, la plupart de nos clients conçoivent des objets IoT. Pour nous, l'IoT, d'une manière générale, c'est une façon finalement d'augmenter, d'améliorer un petit peu la société dans laquelle on vit et la performance de nos industries, la sécurité des collaborateurs par exemple. Et puis en interne, en fait, on voit ça comme une opportunité absolument incroyable. Pourquoi pas d'avoir cette nouvelle révolution pour l'industrie comme le smartphone l'a été pour le grand public. Alors, notre solution, finalement, c'est un outil de prototypage virtuel qui va permettre aux ingénieurs électroniciens de faire en quelques minutes ce qu'ils ont l'habitude de faire en plusieurs mois, c'est-à-dire choisir les bons composants, estimer la consommation de leur objet, l'autonomie de la batterie quand il y a une batterie qui est associée, le coût de production, les performances de l'objet, tout ça en simulation. Et l'objectif in fine, comme je le disais, c'est finalement de gagner du temps sur le cycle de conception et puis d'instaurer des techniques et des façons de faire qu'on va trouver dans l'industrie de l'automobile par exemple ou dans l'industrie de l'aéronautique, bien dans l'industrie de la petite et moyenne électronique. On fait gagner 3 mois de R&D par année de R&D investi au minimum sur un projet hardware. WiseBat en quelques chiffres, c'est plus de 1500 projets qui ont été développés sur la plateforme sur les 12 derniers mois par un peu plus de 1000 ingénieurs dans 600 entreprises différentes et 60 pays représentés. Et donc j'invite Monsieur Wilfried Don. Bravo Wilfried. Alors, on l'a vu, nous, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est toute cette dynamique spin-off d'un laboratoire qui va vers un service utilisé par de grandes entreprises, la capacité de faire gagner énormément en simulation et donc derrière d'avoir un véritable effet. Vraiment bravo, parce que en face, il y avait aussi d'autres typologies de structures, mais on a été très impressionnés par le fonctionnement de l'outil et la promesse qui est derrière. Bravo.
Félicitations à Wisebat. Et petite question, on a vu que vous avez levé des fonds il y a un peu plus d'1 an et demi. À quand la série A? Alors, tout d'abord, merci, c'est un honneur pour nous d'être là ce soir. Effectivement, la compétition était d'une autre catégorie avec des produits et des solutions tout aussi essentielles. Alors, pour répondre directement à la question, en fait, effectivement, on a levé il y a 18 mois avec des partenaires financiers qui sont formidables, qui sont Cap Décisif, qui représente le fonds Paris Région, et Demeter, qui est un très gros fonds dans la transition industrielle notamment. Et comme toute start-up, en fait, on est en train d'accélérer, on a besoin de financer cette croissance-là. Donc d'ici, je dirais, fin d'année, dernier trimestre de l'année 2020, mais peut-être un peu avant. On verra. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci Bravo. beaucoup. Merci encore. Merci. Bravo. Merci et félicitations. Alors, je vous propose de passer à la catégorie suivante, prévention des risques. Et j'appelle pour remettre ce prix Violette Forbouvray, professeure à l'ESCP Business School et chercheuse associée à la chaire IoT. Alors, cette année, 3 nominés. Premièrement, IoThink Solutions pour une solution de prévention des inondations et des affaissements de tunnels SNCF. On se dit que ça peut être utile. Mersens, mesure de qualité de l'environnement, air, bruit, ondes pour prévention santé. Et Orange Business Services pour une solution de mesure de niveau et de qualité d'eau dans des bassins de rétention d'eau. Alors, suspense insoutenable, qui est le gagnant? Alors, le jury a choisi de récompenser Orange Business Services. J'appelle Valérie Cusac, Christophe Choscourt, Laurent Geoffroy-Heurtaud et Philippe Bertrand à nous rejoindre. Bravo. Tout le monde connaît la marque Orange, qui propose des services dans 220 pays avec plus de 264 millions de clients. Orange, c'est deux mondes, le monde du grand public qui offre des solutions aux particuliers et Orange Business Services, qui est la branche dédiée aux entreprises. Et elle est composée de 25 000 collaborateurs, dont 55% sont basés à l'étranger. Orange Business Services a géré en 2019 près de 19 millions d'objets connectés et 330 millions de données par minute. De ce fait, nous avons décidé de créer une structure dédiée à l'IoT en juillet 2019 qui regroupe aujourd'hui les experts IoT en termes de services et les experts IoT en termes de connectivité. Aujourd'hui, dans cette structure, nous avons 500 experts, 400 développeurs qui travaillent sur 1000 logiciels différents chaque année. Avec cette structure, nous sommes aujourd'hui leaders sur le marché car nous pouvons proposer des offres de bout en bout, ce qui simplifie extrêmement la vie de nos clients. Nous fournissons les capteurs qui sont validés, certifiés par les laboratoires d'Orange. Nous réalisons la collecte et le traitement des données, nous en assurons la sécurité. Nous traitons ces données en temps réel et nous proposons à nos clients des applications métiers spécifiques à leurs usages qui leur permettent de traiter ces données en temps réel et très simplement. Le marché de l'IoT est en forte croissance. En termes de maturité sur les usages, nous avons remarqué que nos clients s'intéressent prioritairement à la prévention des risques et nous proposons des solutions de monitoring et de tracking. Le projet consiste en la mise en service de capteurs, la connectivité adéquate, la collecte des données dans un cloud sécurisé, le traitement des données et la restitution des données sur une plateforme pour permettre à la communauté d'agglomération de prendre les bonnes décisions. Nous avons équipé 27 bassins, 25 avec des sondes de niveau de hauteur pour la mesure des bassins de rétention d'eau. Et nous allons équiper 2 bassins avec les mesures de cyanobactéries. Nous pouvons étendre l'ensemble à une 50aine de bassins. L'avantage pour la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est d'être alerté, de prévenir les risques pour éviter les inondations, les dommages auprès des citoyens, des habitations et des voiries. Nous pouvons aussi prévenir les risques sanitaires avec les cyanobactéries. En plus de l'équipement des bassins, nous avons envisagé pour la protection des citoyens d'étudier la température des chaussées pour, en période hivernale, prévoir le salage et éviter qu'il y ait des zones de verglas. Également, pendant les périodes de canicule, détecter les zones de chaleur sur les îlots urbains.
Bravo pour ce beau projet. Il y a 3 choses qu'on a aimées particulièrement dans cette initiative. Le premier, c'est le fait que ce soit une approche de bout en bout, voilà, sur l'ensemble de la chaîne. La deuxième, c'est l'échelle à laquelle ça a été réalisé, voilà, au niveau d'une collectivité. Et le troisième, c'est la compétitivité des coûts qui font des économies de 3 à 15% par rapport aux anciennes technologies. Et donc était très, très prometteuse pour avoir justement un passage à l'échelle sur d'autres projets. Voilà, bravo. Bravo. Voilà. Alors la traditionnelle question. Est-ce qu'il est possible de répliquer ce type de solution pour la prévention des risques, pour d'autres types de besoins, d'autres types de clients ? Eh bien, d'abord, c'est vrai que on veut remercier le jury d'avoir reconnu ce projet, et merci à Saint-Quentin en Yvelines de nous avoir fait confiance aussi dans le cadre de ce projet-là. Et en effet, le but pour Orange Business Services, c'est de créer une plateforme et de pouvoir accueillir sur cette plateforme plusieurs projets, donc de pouvoir les répliquer et du coup de proposer une plateforme partagée, parce que beaucoup de besoins de nos clients se retrouvent dans ceux de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Donc ça abaisse les coûts puisque forcément on partage un certain nombre de composants dans le cadre de la construction de projets de bout en bout. Alors 2 offres principalement, une offre je pourrais appeler ça de connectivité enrichie qui permet à d'autres acteurs qui ont des applicatifs de venir bénéficier de la connectivité et de la supervision qu'on propose sur ces solutions-là. Donc on travaille aussi avec des partenaires en fait, qui proposent des solutions au client final. Et puis d'autres offres, comme dans le cas de Saint-Quentin, où là, on fait le projet en effet de bout en bout et on accompagne nos clients dans le besoin précis qu'ils ont, depuis la sélection des objets jusqu'à leur collecte, le stockage des données, l'exploitation des données et in fine la valeur générée pour le client qui ici est du monitoring et de la prévention des risques. Donc voilà, 2 typologies d'approche, mais tout ça repose sur les mêmes infrastructures, la même plateforme. C'est ce qui permet d'avoir une compétitivité prix qui est aussi également important pour passer à l'échelle, puisque c'est quand même ça aussi l'enjeu, c'est de passer du projet et du pilote à un projet opérationnel et extensible à une communauté d'agglomération au global. Mais le mieux pour vous en parler et pour vous dire ce qu'on peut faire d'autre sur ce type d'opération, c'est de passer la parole à Christophe qui va vous en dire un petit peu plus. Merci. Oui, alors pour illustrer, je prendrai 2 exemples. Vous citiez les transports et l'industrie tout à l'heure comme les principaux acteurs. Bon, dans les transports, un exemple très concret, c'est le monitoring des températures pour le transport des médicaments, pour respecter une recommandation qui est la norme Certifarm. Et puis un deuxième exemple dans l'industrie, c'est l'analyse de la qualité de l'air dans les laboratoires pour garantir des résultats de tests corrects en fonction de l'environnement du laboratoire. Voilà, très concrètement. Eh bien, bravo. Merci à vous. Merci Valérie. Merci Violette. Attention à la marche. Un petit moment d'interruption de cette cérémonie de remise des prix. On en profite pour rappeler qu'il y a un petit hashtag qui permet de parler de cette soirée, hashtag IoT Business Hub. Et alors il y a un projet qui nous a marqué mais qui n'avait pas candidaté. On a voulu le mettre à l'honneur ce soir. On l'a rencontré au CES. Et je vais inviter M. Nicolas Baldec, lead développeur IoT, à nous présenter son produit connecté. Donc, bonsoir à tous. Quand on parle de l'IoT dans le monde du grand public, on pense immédiatement à la cafetière connectée, aux toilettes connectées ou encore au tampon hygiénique connecté qui vous prévient quand c'est plein. On a eu ça. Et donc, il manquait quelque chose dans cet écosystème. Donc, c'est pour ça que j'étais au CES cette année pour présenter la première pomme de terre connectée, évidemment, qui est la suite logique. Donc, qu'est-ce que c'est que cet engin ? Donc, vous avez ici une petite carte électronique qui vous permet de transformer n'importe quelle pomme de terre en un assistant personnel. Pensez à Alexa. Donc, on plante ça dans n'importe quelle patate. Et ça vient s'auto-alimenter à partir de la patate. Et ça vient décoder le langage patate en Bluetooth à travers une intelligence artificielle.
Donc, on pense à notre assistant personnel. Et donc, vous allez pouvoir, à travers l'application mobile, interroger votre patate, lui poser n'importe quelle question, et elle va vous répondre. Mais c'est bien mieux qu'un Alexa, parce que c'est un être vivant qui a des sentiments, pas un ordinateur. Merci Nicolas. Voilà. Alors, Nicolas nous a fait l'amitié de nous rejoindre, il était juste avant auprès de Station F, je crois que j'ai même eu l'occasion de rencontrer le secrétaire d'État au numérique. Donc un buzz énorme, vous verrez sur Forbes, il y a des articles, il y a, sur Indiegogo, je crois qu'il y a plus de 5 000 € qui ont été levés pour financer cette campagne de crowdfunding que tu as lancée en parallèle. Beaucoup de choses ont été dites, on a beaucoup parlé de toi dans les médias. Nous, ce qu'on aimerait, c'est aussi que tu nous exposes un peu ta bande-son sur comment interpréter cette performance que tu as réalisée. Donc, voilà, qu'est-ce que c'est cette histoire d'une patate connectée au CES? Donc moi, je suis quelqu'un qui a une bonne connaissance de cette industrie, une grande culture technique, et je fais du Lego. Je trouve des solutions, j'assemble les technologies. L'histoire là derrière, c'est qu'effectivement, on parle beaucoup d'objets connectés, surtout dans le grand public, on voit toutes sortes de choses, et on peut se poser la question de la pertinence de certains produits. Et aujourd'hui, on a clairement une multiplication des gadgets avec des problématiques. Bon, moi, je suis fabricant de machines à café, connectez-moi mon produit. Et on ne part pas du besoin, on part de la techno. Et Steve Jobs disait, innover, ça n'est pas prendre toutes les technologies disponibles pour les mettre dans un produit. Non. Innover, c'est créer un objet qui va avoir un impact sur le monde, qui va changer comment mon objet peut changer des vies. Et donc, clairement, dans le cas de la fameuse machine à café connectée, pour boire mon café, j'ai besoin d'être à côté de la machine. Est-ce qu'il y a besoin de la brancher au Wi-Fi? Je ne sais pas. Donc, cet objet, il est là pour interroger. Il est là pour interroger en disant, est-ce que finalement, Smart Potato, est-ce que, excusez-moi, c'est plus con que Smart Machine à café ou Smart Toilette avec Alexa? Donc, c'est là qu'est la réflexion, parce qu'aujourd'hui, ces objets un petit peu gadgets, ils portent atteinte à notre industrie. On parle d'innovation. Tout le monde a parlé pendant le CES du robot qui vous ramène du papier toilette. Bon, ça, c'était marrant, mais tout le monde a parlé du pommeau de douche Alexa. Pendant ce temps-là, on ne parle pas forcément des vraies innovations liées à l'IoT. On se dit IoT égale gadget, mais on voit des innovations issues du monde de la recherche qu'on a présenté ou qu'on va présenter ce soir. Et tout ça, c'est aussi des choses qui ont un impact. Moi, je crée un produit, il faut que je réfléchisse qu'est-ce que ça va créer derrière. Un impact immédiat, ça peut être l'impact écologique, surtout pour des startups qui n'ont pas accès, qui ont des petits volumes, parce que petit volume, ça veut dire que quand je vais aller en Chine, parce qu'il faut produire pas cher, je ne vais pas pouvoir m'adresser aux grandes maisons. Moins de 100 000 pièces, merci. Ça veut dire qu'on va s'adresser aux plus petites usines, qui n'ont pas forcément... celles qui restent, celles à qui on ne donne pas les projets. Donc, qui n'ont pas forcément les standards de qualité ou sociaux ou d'humains, d'écologie qu'on voudrait. Et puis, il y a aussi d'autres impacts. Il y a l'exemple, par exemple, de la 5G. La 5G arrive. Tout le monde dit « ouais, c'est super, ça va révolutionner le monde, etc. » Ce qui est probablement vrai. Et d'un autre côté, par exemple, la bande des 26 GHz de la 5G est un désastre pour la prévision météorologique. Moi, je connais le sujet, j'édite un site de météo, donc je connais très bien le sujet. Et l'industrie ne se rend pas forcément compte de ça. Aujourd'hui, si on avait les interférences que va créer la 5G sur cette bande des 26 MHz, on n'aurait pas été capable de prédire la trajectoire de l'ouragan Sandy. Donc on parle des aspects économiques, mais l'aspect économique d'un ouragan qui ne va pas là où on va, il est aussi assez important pour l'industrie. Donc voilà, on crée des objets, réfléchissons au bien fondé de ces objets.
Et je crois que là où on se rejoint, Nicolas, Voilà. c'est qu'effectivement, l'idée, c'est de dire que l'IoT n'est pas là pour une démonstration technologique, pour le plaisir de faire de la technologie pour de la technologie, d'être à l'avant-garde de la techno pour le plaisir d'avoir une avancée technologique, mais bien qu'elle soit au service de la société, qu'elle soit au service des citoyens, des utilisateurs, au service des entreprises pour leur permettre d'être plus efficaces, de redonner du sens aux salariés, de les décharger de tâches qui peuvent être parfois des tâches ingrates en les automatisant et du coup en les recentrant sur ce qui fait de nous des personnes qui sont dynamiques, ambitieuses et qui sont humaines. Donc l'IoT au service pour redonner du sens, je crois que c'était ça un peu le message que tu voulais passer. On a un écosystème qui est fort, il faut mettre à profit cette compétence qu'on a pour résoudre des problèmes. Quand on voit Samsung, les meilleurs ingénieurs R&D de la planète qui font une télé qui tourne, c'est dommage. Merci Nicolas. Bravo. Merci. Alors ça nous donne une bonne transition puisque le prix suivant est le prix Energy et Utilities. Et là, on est particulièrement sur un sujet de société, d'impact environnemental, sujet qui nous concerne tous. Et donc sur cette catégorie, je vais inviter Monsieur François Barraud, président de l'IDAT, à nous rejoindre sur scène. Quand j'étais jeune. Merci François. On va rappeler les nominés sur cette catégorie. Donc 3 sociétés. Enedis pour un projet de mesure de niveau d'eau au niveau des postes sources en risque d'inondation, et ce qui permet justement de ne pas couper trop de personnes quand on est en phase d'inondation. Donc là, on y a bien un impact sociétal sur les citoyens. Deuxième projet, toujours dans l'optimisation de la consommation de nos ressources, qui sont de plus en plus rares sur l'eau. La société Sigfox, qui s'est alliée à Hydrao via la Hacking House de Sigfox, pour un robinet connecté qui permet de réduire la consommation d'eau, notamment dans le milieu hôtelier. Et puis, troisième projet, la société Ledger et la société Transatel, qui ont mis en place une solution avec des capteurs qui permettent de certifier les productions d'énergie verte et donc, au final, de contribuer à cet enjeu vers lequel on est tous tournés de responsabilité environnementale. Alors, on va rester dans le sens. On sort de la patate. Donc, le lauréat est Ledger et Transatel. Bravo. J'appelle Bertrand Jomard, VP IoT Business Line Ledger, et Romain Durand, le cofondateur et directeur de l'innovation de Transatel. Transatel est une société qui a 20 ans, qui emploie environ 240 personnes. Et nous fournissons une offre de connectivité cellulaire mondiale dédiée exclusivement à l'IoT. Nous avons plusieurs marchés, le marché des véhicules connectés, les voitures, les camions, les avions avec Airbus par exemple, le marché de l'IoT grand public et le marché de l'IoT industriel. Je travaille pour la société qui s'appelle Ledger, qui est une société qui a été fondée en 2014. Nous sommes aujourd'hui 200 personnes. Nous sommes principalement une société de sécurité, mais aussi une société qui a créé une division IoT qui permet de sécuriser les objets connectés. Alors l'IoT est très important, c'est une des 2 activités principales de Transatel, la première étant les opérateurs mobiles virtuels. Et l'IoT est une offre qu'on a lancée il y a maintenant 3-4 ans et qui est l'activité de croissance de Transatel. L'IoT est une des 3 divisions qui a été créée récemment, il y a 2 ans à mon arrivée chez Ledger. C'est une activité en très forte croissance qui adresse les clients B2B industriels qui ont des problèmes critiques de sécurisation de l'IoT, comme des gens dans l'énergie, dans l'automobile ou dans la santé. Le projet est un projet qu'on a déployé pour la société Engie qui permet de garantir la traçabilité des garanties d'origine de production d'énergie verte. En fait, nous insérons un module qui permet d'enregistrer ces productions sur le site au niveau des producteurs d'énergie de manière sécurisée et qui permet de dimensionner ce projet à l'international en utilisant la connectivité de Transatel. Et donc Transatel, nous fournissons la connectivité cellulaire, puisque une fois ces données récupérées des sites de production, elles sont acheminées vers la blockchain via le réseau cellulaire. Et l'intérêt en fait de Transatel pour Ledger était d'avoir une solution de connectivité qui puisse être utilisée partout dans le monde. Donc le projet commence en France, mais peut très facilement être déployé partout dans le monde.
Alors c'est vrai que ce projet nous a beaucoup séduit au jury, parce qu'on est de plus en plus sensible en tant que consommateur à la traçabilité des produits, le bio, la qualité. Il ne faut pas qu'il y ait des enfants qui travaillent, que ça soit bien, tout le monde soit bien traité. Et finalement, l'alliance de la connectivité et de l'IoT qui permet de capter la provenance de l'énergie garantit aux consommateurs ou aux grandes entreprises une traçabilité verte. Donc bravo, on a été estomaqués par tout ce que vous avez fait. Bravo. Et c'est un plaisir de vous remettre ce trophée. Félicitations aux deux sociétés. Alors, Ledger, on vous connaît sur votre positionnement sur le monde des crypto-monnaies, des crypto-actifs. Vous êtes une société du Next 40, donc une vraie réussite française. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure et pourquoi il est important pour vous de garantir l'origine des données ? Oui, bien sûr. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'ici, on utilise la blockchain sans donner trop de détails, puisque l'information qu'on va enregistrer est une information qui a une valeur financière et qui peut être derrière échangée sur des marchés financiers. Donc, ce qui est important, c'est de s'assurer de l'origine de la donnée qui est enregistrée dans cette blockchain. Parce que si l'origine de la donnée n'est pas certifiée, on comprend qu'on a une création de valeur qui peut être falsifiée et donc le système ne fonctionne pas. Et donc c'est là qu'intervient Ledger, c'est garantir l'origine de la donnée sur le site de production. On utilise des technologies de carte à puce qui permettent de signer, chiffrer la donnée avant de l'envoyer dans cette blockchain. Et donc ça, c'est un savoir-faire unique que possède Ledger. Voilà. Très bien, merci. Et question pour vous, Romain Durand. En tant que fournisseur plutôt de connectivité, quel est le lien que vous voyez entre ces deux univers qui sont parfois séparés, mais que ici vous avez brillamment réunis, de l'IoT et de la blockchain? Oui, effectivement, nous, on connaît surtout l'IoT. Comme on disait dans l'introduction, là, on connecte des avions, des voitures, des camions, mais également maintenant des éoliennes. Et en fait, à chaque fois, dans tous les projets IoT, vous l'aviez cité d'ailleurs, il y a une problématique fondamentale qui est la sécurité. Donc il faut assurer la sécurité de tous ces objets. Et par ailleurs, on voit une autre tendance qui sont des objets qui communiquent entre eux de manière complètement autonome. Typiquement dans les véhicules connectés, on voit que les voitures vont communiquer entre elles et communiquer avec les capteurs de la route. Et donc là, la sécurité dans ces échanges entre deux objets autonomes devient très compliquée. Et c'est là le lien avec la blockchain, puisque la blockchain, c'est une technologie qui répond parfaitement à ces besoins de sécurité de façon décentralisée, pair à pair. Et donc, on va pouvoir avoir des applications de la blockchain, non plus uniquement dans la finance, on connaît bien le Bitcoin, mais également dans l'IoT. Donc, par exemple, sur les véhicules, sur les voitures autonomes, on peut imaginer une voiture autonome qui va aller payer elle-même son parking ou aller se recharger toute seule et payer sa recharge. Donc, il faudra qu'elle ait un porte-monnaie. Et il faudra éventuellement qu'elle gagne de l'argent, et peut-être en collectant des données, en vendant ces données aux autres voitures sur l'état de la route, ou alors en faisant pourquoi pas le chauffeur Uber. Donc on voit qu'il y a de l'interaction entre les objets. Dans d'autres domaines, la Smart City par exemple, il va y avoir des millions de capteurs qui vont pouvoir être utilisés, qui vont pouvoir interagir entre eux et être utilisés pour le bien des citoyens, par exemple pour améliorer, faire des économies d'énergie, réduire l'éclairage public quand il y a moins de personnes dans les rues ou ce genre de choses, ou alors favoriser la circulation, les mobilités douces, le vélo par exemple, et récompenser les citoyens qui utilisent ça. Donc en fait, on voit qu'il y a plein de use cases dans l'IoT où les objets doivent communiquer de façon sécurisée. Donc voilà, la blockchain et l'IoT, c'est un beau mariage, et là on espère que c'est des belles fiançailles. Merci beaucoup. Encore félicitations. Alors, dernière catégorie, maisons et bâtiments intelligents, et j'appelle de nouveau Anne Lange à me rejoindre sur scène. Alors, 2 nominés dans cette catégorie, H-Experience pour une solution complète de Smart Building, et Orange pour sa solution maison connectée et maison protégée, une solution de smart home et de télésurveillance. Alors Anne, qui est le vainqueur? Nous avons choisi de récompenser H-Experience et nous attendons donc Patrick Fichou s'il veut bien
nous rejoindre pour qu'on puisse le présenter. H-Experience, nous sommes un éditeur de logiciels. Nous sommes aujourd'hui une quinzaine de personnes. Alors l'IoT fait complètement partie de notre proposition de valeur puisque ça nous permet de collecter les données et on sait que c'est totalement indispensable pour la partie Smart Building. On a nous, développé une compétence technique assez forte sur l'IoT qui nous permet de travailler avec nos partenaires pour sélectionner pour nos clients les capteurs qui correspondent à des cas d'usage métiers et donc pour eux d'avoir une solution complète de bout en bout assez facilement. Alors, le projet candidat, c'est notre produit Smaty. Donc, Smaty permet à nos clients qui sont soit des gros propriétaires fonciers, des foncières, des property managers, des facility managers, de gérer 4 problématiques au sein de la même solution, qui sont 1. La maintenance des équipements critiques du bâtiment, 2. De mieux gérer la partie énergie grâce à la réduction de l'empreinte carbone, 3. De mieux gérer la partie espace, donc optimisation des mètres carrés utilisés dans le bâtiment, et enfin de gérer la partie confort des occupants. Alors, tout cela se fait grâce à l'IoT, mais aussi grâce à l'intelligence artificielle qui nous permet de non seulement suivre l'état opérationnel du bâtiment en temps réel, mais également de prédire au fur et à mesure ce qui va se passer dans le bâtiment. Le deuxième point important de Smaty, c'est que nos clients peuvent gérer des indicateurs métiers et donc définir des critères de performance par rapport au parc de bâtiments dont ils ont la responsabilité et du coup de pouvoir benchmarker les bâtiments entre eux, d'être un outil finalement d'aide à la décision pour d'éventuelles rénovations. Le troisième axe, c'est l'ouverture du produit Smaty vers d'autres solutions qui existent généralement déjà chez nos clients. Donc ça peut être des solutions de GMAO avec lesquelles on va s'interconnecter pour remonter des alertes et donc déclencher des demandes d'intervention automatiquement. Enfin, le quatrième axe vraiment important de la solution, c'est qu'on participe à la création d'un actif numérique du bâtiment, parce qu'on estime que la valeur du bâtiment demain sera associée à peu près à 20-25% de sa valeur aux services numériques qui seront proposés dans le bâtiment. Alors, le jury a souhaité récompenser un projet qui touche à un secteur, celui du bâtiment, qui a un très très fort impact environnemental. Et ce que l'on a apprécié, c'est que vous avez réussi à être déjà à l'échelle avec plus de 10 millions de mètres carrés connectés. L'impact, vous savez le mesurer, il est significatif, 15% de réduction de l'empreinte carbone, ce qui est très important. Et puis avec des solutions qui à la fois améliorent les coûts, la maintenance, vous évoquez 20% d'amélioration sur les coûts et qui offrent des avantages et une qualité de confort qui, pour les habitants ou les utilisateurs de ces bâtiments sont très significatifs. Donc bravo. Bravo. Alors moi, je vais vous poser une question très simple. Quelles sont les évolutions majeures que vous prévoyez pour votre solution Smaty ? Alors, tout d'abord, merci. On est très content d'être nominé et puis d'avoir remporté cet award ce soir. Smaty, on a fait déjà donc un grand chemin. On continue à développer un certain nombre de solutions innovantes au-dessus de ce qu'on a pu faire. Donc la direction qu'on a prise, c'est la direction des services pour développer toute une panoplie de services. Donc si on fait une analogie qui est facilement compréhensible, si on prend le smartphone, eh bien, on a pu voir la différence entre un téléphone et un smartphone. C'est un peu pareil avec ce qui se passe au niveau du smart building, c'est que demain, nos clients pourront activer et choisir tout un ensemble de services au sein de cette plateforme numérique.
Alors bien sûr, on ne va pas le faire seul, on fait des services nous-mêmes, donc on a déjà 4 axes majeurs qu'on développe de façon importante, et donc les données sont interconnectées, et c'est là qu'on arrive à en tirer toute la richesse pour des conclusions, pour de la prédiction et autres. Mais on le fait aussi avec notre écosystème de partenaires, et notre solution étant très ouverte, demain on pourra intégrer d'autres services que souhaitent voir actifs nos clients au sein du bâtiment. Voilà, donc c'est une plateforme évolutive. Alors il y a un nom pour parler de ça, c'est le Building Operating System. Donc c'est aussi un axe vraiment important pour nous de création de valeur. Bravo. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Alors la catégorie suivante, comme l'indique son nom, est un peu spéciale. C'est le prix spécial du jury. Donc c'est une catégorie qui n'existait pas avant d'avoir vu les différents projets qui nous ont été présentés. Et je vais inviter Madame Caroline Perrin, associée Bearing Point, à me rejoindre sur scène. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Je suis déjà sans voix. Il n'y a pas de nominé. Non, il n'y a pas de nominé et le grand gagnant vient d'être dévoilé. C'est donc le groupement constitué. J'essaye de t'aider au niveau de la voix, Caroline. Effectivement, le grand gagnant de ce prix spécial du jury est l'Open Digital Lab de l'ensemble de la filière ferroviaire. Et donc j'invite à me rejoindre Emmanuel Cox de SNCF Réseau, Luc Aliardière de la Fédération des industries ferroviaires, Éric Trégoat de Railenium et Stéphane Brunet de VP Rail, s'il vous plaît. Donc SNCF Réseau, c'est la filiale du groupe SNCF qui a la charge de la maintenance de toutes nos installations fixes. Il s'agit des voies ferrées, des installations électriques et de toutes les installations de signalisation. Donc SNCF Réseau, c'est 55 000 collaborateurs. On assure l'entretien de 30 000 km de lignes en France. Vaperail a été créé en 1978 avec l'avènement des TGV. Depuis, nous avons développé une offre digitale pour l'infrastructure ferroviaire. Alors pour nous, l'IoT, c'est crucial parce que ça permet deux choses. D'abord, de collecter de l'information, de la data sur le comportement de nos assets, de nos équipements industriels. Et toutes ces informations sont collectées à des fins d'analyse et derrière de maintenance préventive. Le deuxième usage, c'est de pouvoir identifier quasiment en temps réel les incidents pour pouvoir réagir plus vite. Donc on a lancé il y a 2 ans le Digital Open Lab. Alors Digital Open Lab, c'est 3 choses. C'est un partenariat, c'est-à-dire qu'on a associé nos besoins, nous, côté SNCF Réseau, nos besoins de maintenance, nos besoins de supervision de nos actifs industriels et le savoir-faire des industriels de la filière ferroviaire pour créer un partenariat qui va permettre de co-développer, tester des solutions digitales, des solutions IoT pour que SNCF Réseau, in fine, puisse acheter des produits qui sont éprouvés déjà sur leurs sites en conditions réelles d'exploitation. Avoir l'opportunité en qualité d'industriel de pouvoir tester, éprouver ces produits sur la voie, c'est une opportunité majeure et ça nous permet d'accélérer les développements. Le Digital Open Lab est un véritable levier pour faire fonctionner de façon concrète et pragmatique cette méthode d'agile, mettre en œuvre ces boucles d'itération qui nous ont permis de développer des produits de façon plus à la fois pertinente et des produits aussi plus fiables de par l'accès à la voie. J'essaye quand même. L'Open Digital Lab est donc, comme vous l'avez compris, une plateforme d'open innovation au service de l'ensemble de la filière, par et pour l'ensemble de la filière, qui permet d'une part d'accélérer le go-to-market des solutions IoT que vous proposez, mais aussi de partager l'ensemble, d'avoir un vrai partage d'expérience entre vous. Et ça, c'était un des vrais points qu'on voulait souligner. Autre point qui nous paraissait extrêmement intéressant et qui fait qu'aujourd'hui vous avez ce prix spécial, c'est également les premiers résultats que vous avez, puisque depuis un lancement en 2018, il y a déjà un écosystème de partenaires qui s'est largement augmenté, puisqu'il y a 5 partenaires en plus, et vous avez pu réaliser plus de 13 sprints. Donc je pense que c'est un résultat à saluer. Donc bravo, je vous donne et le micro et le prix.
Alors, merci et encore félicitations. Quel est l'apport pour vous d'un tel prix pour vos entreprises respectives ? Alors, je vais commencer par SNCF Réseau et merci beaucoup d'avoir créé ce prix spécialement pour nous. Pour nous, c'est important dans un contexte parfois compliqué en termes d'actualité d'avoir quelques signes de reconnaissance positive. Et ce type de cérémonie contribue largement à nous redonner le moral. Et par ailleurs, à reconnaître notre capacité d'innovation, parce que l'innovation, elle est souvent technologique, on l'a vu ce soir, mais elle est aussi largement humaine. C'est fait souvent de rencontres et de confiance qu'on peut créer. Et c'est ce qu'on a réussi à créer autour du Digital Open Lab. On aurait pu être 30 aujourd'hui autour de la table. C'est 30 entreprises aujourd'hui qui sont membres de cette plateforme d'Open Innovation. Et ça nous donne l'occasion effectivement d'échanger sur nos cas d'usage et de pouvoir bénéficier des solutions technologiques innovantes de nos partenaires. Voilà, donc je leur laisse la parole et je vous remercie encore pour ce prix et cette célébration. Merci. Écoutez, en tant qu'industriel, ce qui est assez déterminant, c'est de bien comprendre que la voie, l'infrastructure ferroviaire, c'est un milieu particulièrement hostile. Et l'opportunité, la chance qu'on a eue avec le Digital Open Lab, c'est qu'on a eu le droit de se planter. Et on n'a pas souvent le droit de se planter quand on est une petite PME, qu'on fait du ferroviaire et qu'on a un client qui s'appelle SNCF. Outre la plaisanterie, en termes de culture aussi, de pouvoir se planter, j'ai passé quelques temps aux États-Unis, on était dans une approche très différente. Là, on essaye. Je peux vous assurer que, par exemple, sur un capteur que j'ai en tête, on a passé tout la compatibilité électromagnétique, le CEM. On est allé au CEA pour ça. On a eu beaucoup de tampons, puis on a posé le capteur sur la voie et badaboum. Donc, le fait de pouvoir tester dans un environnement qui est l'environnement de la voie et très rapidement, on est sur les boucles agiles de façon concrète. Très rapidement, on se rend compte de l'erreur, on corrige, on refait une itération, ça fonctionne, c'est une double satisfaction pour nous et puis pour l'opérateur. Et surtout, comme vous l'avez dit, on est quand même dans des environnements avec des milliers de capteurs, donc on est ravis de se planter sur un et pas quand il y en a 1000 partout en France. Merci. Oui, alors quelques mots sur la FIF, Fédération des industries ferroviaires, un syndicat professionnel qui inclut à peu près 300 entreprises, avec des grosses que tout le monde connaît, Alstom, Bombardier, Thales et quelques autres, et puis beaucoup de petites, donc, et des PME comme Vaperail que représente ici Stéphane Brunet. Moi, je suis plus tout à fait un jeune homme, même si j'aimerais bien. J'ai travaillé 37 ans à la SNCF et depuis 10 ans pour la Fédération des industries ferroviaires. Et ce que je crois que nous sommes en train de réussir, en tout cas sur la forme, c'est pas l'aspect plus tellement technique, même si ça compte et ça a déjà été évoqué, c'est l'aspect humain. C'est d'avoir créé cette communauté d'individus représentant des entreprises avec des savoir-faire et de travailler ensemble, c'est-à-dire de se mettre un peu à égalité de chances de réussir des choses et de casser un peu les barrières historiques entre le secteur public et le secteur privé qui sont un peu dramatiques dans notre secteur, avec une SNCF que tout le monde connaît, avec son poids, sa capacité de connaissance et de sachant qui domine un peu, et puis des entreprises qui ont du mal peut-être à s'exprimer suffisamment. Là, on a cassé ces barrières, et ça, franchement, j'apprécie beaucoup. Bien sûr, c'est une question de personne. Je ne vais pas brosser à la brosse à reluire Emmanuel, mais il nous faut des actions comme ça pour que, globalement, le secteur progresse, la filière progresse, et que les acteurs du public et les acteurs du privé mettent le meilleur de ce qu'ils savent faire et que finalement ça donne un résultat gagnant-gagnant. Voilà, moi, ma passion après près de 50 ans dans le ferroviaire. Merci beaucoup et encore félicitations. Alors nous allons terminer cette cérémonie par le Grand Prix. Alors la bonne nouvelle cette année, c'est que le vainqueur du Grand Prix va vraiment gagner quelque chose.
Donc un grand merci à François Barraud et à l'IDA de DigiWorld, puisque les gagnants du Grand Prix ce soir vont gagner 1 an de membership à l'IDA. Donc François, si tu veux bien me rejoindre sur scène pour leur remettre leur cadeau. Alors maintenant, qui a gagné ce Grand Prix cette année? Alors je vais expliquer un petit peu les raisons et je pense que vous allez très vite identifier les suspects. Alors la première raison a été l'innovation. L'innovation à travers l'association de 2 technologies, la technologie IoT et la technologie blockchain. Donc, pour ceux qui ont suivi, là, normalement, ça devrait être il y a des indices à peu près clairs. Le deuxième point qui nous a vraiment séduit dans le projet, c'est la réalité de la solution. Et comme on le disait, je pense que c'est un point important de cette soirée. On parle énormément d'expérimentation et de proof of concept, et c'est très très bien, et on vient de le voir dans le prix spécial du jury, c'est même indispensable pour développer ces technologies. En revanche, là, le projet, ce qui nous a séduit dans le projet, c'est que c'est live, ça fonctionne, c'est chez un client, et ça délivre ce que ça doit délivrer. Et puis le dernier point, c'est le sens. Voilà, je pense que on l'a vu à travers plusieurs interventions. Ce projet, il n'est pas du tout faire de la technologie pour la technologie. Il adresse un enjeu fondamental de notre société, qui est l'écologie et la production d'énergie verte. Et donc là, je pense que vraiment ceux qui n'ont pas suivi peuvent tout de suite aller au cocktail. Non. Donc j'appelle la société Ledger et la société Transatel pour recevoir ce grand prix. Bravo. Alors, est-ce que vous voulez redonner un petit mot? Non, mais merci beaucoup à Bearing Point. Très content d'avoir pour ce cadeau, parce que je vais m'en servir utilement. J'ai besoin de donner régulièrement. Non, mais c'est beaucoup d'honneur et on est content, on est convaincu du projet, que ce projet a un vrai sens. Encore une fois, il est déployé sur le terrain. On est content de pouvoir accompagner la transition écologique, transition verte avec ce projet. Et convaincu que ce projet qui est aujourd'hui déployé en France avec Engie va se déployer à l'international. Aujourd'hui, il travaille aux États-Unis, en Belgique et un peu partout dans le monde. Et je suis sûr qu'on entendra parler de ce projet beaucoup plus bientôt. Merci. Donc merci beaucoup. Effectivement, c'est vrai que pour nous, c'était une alliance d'innovation et puis de donner du sens, comme vous dites. Là, ça permet donc à un fournisseur d'énergie non plus d'être dans le simple déclaratif, de dire je vous fais de l'énergie verte. Là, il peut le prouver maintenant. Et donc, ça change tout, je pense. Donc, merci beaucoup. Merci et félicitations. Bravo à vous. Ah oui, pardon, vas-y. Alors, on est très content de vous accueillir à IDAT. Je ne vais pas vous faire le pitch, mais c'est le plus vieux institut de technologie créé en 1977. 42 ans dans le digital, c'est quelques siècles dans la vie normale. Engie est membre, et non seulement est membre, mais membre très très actif. Il y a 80 membres, il y a 65 corporates, 15 sociétés plus petites. Donc vous allez être très heureux et on est ravis de vous accueillir. Et puis bravo. Bravo à vous et merci beaucoup François. Donc, félicitations aux gagnants, mais félicitations également à tous les nominés, puisque vous êtes déjà passés à travers les fourches codines d'une sélection ardue. Et donc c'était bien plus de 100 projets qui étaient candidats. Vous retrouverez plus d'informations sur ces nominés et sur les lauréats dans le livre blanc qui vous sera remis en sortie de cette soirée. Je voulais juste vous inviter à prendre connaissance de nos prochains événements. Vous l'avez compris, entre ce qui a été présenté par le groupement ferroviaire avec SNCF Réseau, la FIF et Vaperail, on est dans le même état d'esprit de création, de gestion d'un écosystème et d'échange avec cette composante humaine de partage et de mobilisation sans barrière à l'entrée, puisque participer et contribuer à l'IoT Business Hub, c'est quelque chose qui se fait sans aucun investissement financier. Le seul investissement qu'on demande à nos membres, c'est d'être dans cette logique de partage et d'échange. Et on est ravis qu'en seulement un an, on ait réussi
à fédérer plus de 100 entreprises, plus de 100 organisations, parce qu'on a aussi des acteurs du public, des startups, des grands groupes. On a aussi aujourd'hui un ratio qui est intéressant. On a 40% de startups, des grands groupes, donc qui permet à ces acteurs d'échanger. Et en plus, une diversité sectorielle qui permet justement de sortir des silos et de répondre à des enjeux qui sont plus fondamentaux que la simple attribution sectorielle d'une entreprise. Donc nos prochains événements, je vais vous parler de 3 événements, les prochains qui vont arriver sur le premier semestre. Donc tout d'abord, on a eu la chance de présider un groupe de travail pour le compte de l'exposition universelle Dubaï 2020, qui aura lieu en octobre 2020, qui a été présidé par M. Eric Falk. Et donc le 27 février, on aura le plaisir, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet qu'est la Smart City, et en particulier à ce qui représente la spécificité, la touche française de la Smart City, de partager avec vous les enseignements qu'on a pu sortir des nombreuses sessions de travail avec les acteurs de la Smart City française. 23 avril, alors là, encore écho au CES, on a sillonné les allées de l'Eureka Park et donc vu une centaine d'entreprises qui sont très innovantes françaises. On a fait une sélection d'entreprises IoT, donc c'est le best-of CES version IoT sélectionnés par nos équipes, et donc des entreprises sont présentes pour pitcher et partager avec ceux qui le souhaitent. Et puis le 25 juin, on se lance un petit défi autour de la Smart Home. Sylvain parlait de cette standardisation, de ces acteurs qui ne se parlaient pas et qui commencent à se parler, ou en tout cas à travailler sur des standards qui vont leur permettre de se parler. Eh bien, on va leur permettre de se parler humainement aussi, puisqu'on va avoir des acteurs du monde de l'énergie, du monde des télécoms, du monde de la domotique, du monde des GAFA, du monde de l'assurance, dans l'objectif d'avoir les points de vue croisés de chacun et de trouver la solution à cette équation à plusieurs variables qu'ils doivent résoudre. Donc vous pouvez vous inscrire, le lien est simple, IoT BH avec cette tiny URL. Il ne me reste qu'à vous remercier et vous dire à l'année prochaine en espérant que vous serez au rendez-vous. En tout cas, nous, on le sera. Merci. Merci à vous.